Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous accueillons en studio l'écrivaine, poète et réalisatrice Laure Morali, grande amie du peuple Innu et de sa poésie. Née en France d'un père venu d'Afrique du Nord et d'une mère bretonne, Laure Morali étudie les lettres dans son pays d'origine. Elle prend ensuite la direction de Montréal au début des années 1990 pour y faire des études en création littéraire. Elle se rend en Mangani où elle découvre d'abord un territoire, le Nitassinan, puis une famille, celle de Chimoun et ses 2 filles, avec qui elle ira dans l'intérieur des terres. Cette expérience et cette amitié constituent le cœur de son livre « En suivant Chimoun », paru en 2021 aux éditions du Boréal. Chez Laure Morali, la force des rencontres s'incarne à travers les spiritualités du vivant. Ces multiples lieux d'enracinement sont à l'origine de la plupart des projets littéraires qu'elle mène en vue de créer des ponts entre les cultures pour permettre une meilleure connaissance des uns et des autres. Par exemple, l'anthologie de correspondance littéraire Amititao, Parlons-nous, qu'elle a initiée et dirigée en 2008, a renforcé les liens entre auteurs allochtones et autochtones du Québec. Au micro de Mathieu Lavigne, Laure Morali nous explique pourquoi les enfants sont ses maîtres en poésie et comment s'est développée son amitié profonde et durable avec l'aîné Innu, Chimoun, et ses filles. Elle nous raconte comment elle a convaincu Joséphine Bacon, grande poétesse Innu, de publier ses écrits. Laure Morali évoque également l'adaptation théâtrale du roman Coucoum de Michel Jean, qu'elle a signé en collaboration avec Joséphine Bacon. Cette pièce a été présentée un peu partout au Québec en 2024 et 2025, dans une mise en scène d'Émilie Monet et une coproduction du Théâtre du Nouveau Monde et d'Onishka. Laure Morali, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est un plaisir que de vous rencontrer. Merci. Un plaisir d'être ici. Laure Morali, vous avez déjà dit « La mer est ma maison d'enfance ». Magnifique phrase. En quoi est-ce le cas? En quoi la mer est votre maison d'enfance? Simplement parce que j'ai grandi sur une petite presqu'île en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, entourée par la mer. C'est pas une île, mais c'est, comme le dit le nom, presque une île. Oui. Et la mer nous enveloppe dans une presqu'île. Oui. Et j'imagine avec cette présence de la mer, il y avait l'appel du large. Oui. C'était le chemin naturel. C'est ça. Et si la mer est votre maison d'enfance, c'est quand même sur les routes du Québec et devant les paysages nordiques enneigés, silencieux, que vous avez entendu la voix que vous aviez dans votre tête. C'est donc une fois de ce côté-ci de l'Atlantique que l'écriture devient pour vous une pratique quotidienne? Non, je peux pas dire ça. J'ai vraiment commencé à écrire avec la musique de la mer, plutôt, très jeune, là, vers l'âge de 11-12 ans, ah oui. Même avant. Mm-hmm. Et quotidienne, ça l'était déjà. C'était déjà une pratique de mon quotidien. Ah oui. Mm-hmm. Et l'écriture arrive comment dans votre vie? Les rencontres, les lectures, le paysage aussi qui t'inspire, qui vient combler ta solitude, qui te parle et toi tu lui parles, des choses comme ça. Pour ce qui est du Québec et de l'écriture, c'est quand je suis venue faire ma maîtrise en création littéraire en 93 à l'Université du Québec à Montréal. C'est pas que c'est devenu plus quotidien, c'est que c'est devenu plus assumé. Ah oui. Voilà. Donc là, vous assumiez le statut d'écrivaine? Le statut, pas encore. J'étais une apprentie, je le suis toujours d'ailleurs, mais j'étais entourée de personnes dont c'était la vie, le métier, la passion, et ça validait aussi ce désir chez moi. Ah oui. Et donc, vous arrivez à Montréal dans la vingtaine, jeune vingtaine? Oui. Et comment se fait sentir l'appel, disons, du Nord ou de l'Est? Comment le peuple Innu arrive dans votre vie? J'allais très souvent vers la mer,
puisque c'était mon élément familier. Et après être allée maintes fois en Gaspésie, je me suis dit, je vais aller sur la Côte-Nord. Et j'avais un projet de recherche qui était nature et spiritualité dans la littérature des Premières Nations, au début du doctorat. Et à l'époque, peu de livres étaient publiés. Autant de livres théoriques que de livres de création. Donc je me suis dit, je vais aller dans les communautés moi-même pour aller à la rencontre des poètes, des conteurs, des écrivains. C'était à l'hiver 95-96. Et c'est ainsi que je suis partie vers Mashliach d'abord, puis Equanchit. C'est intéressant, cet intérêt pour les communautés autochtones, la littérature autochtone. Je vous écoute, je fais un lien avec Maurizio Gatti, qui est italien, qui fait une anthologie sur les littératures autochtones francophones. Vous êtes bretonne. Comme si cet intérêt-là a été plus rapide, plus fort du côté de personnes de l'extérieur du Québec que de personnes ici même au Québec. C'est confrontant un peu, mais aussi questionnant, oui. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Moi, ce qui est sûr, c'est que mon intérêt quand j'avais cette idée d'interroger la nature et la spiritualité dans la littérature, je savais que c'était quelque chose de présent chez les Premières Nations. Et c'est en tant que personne du bord de mer ou en Bretagne, les éléments sont très forts. Les rochers, les marées, le mouvement, les animaux aussi. C'est très fort dans l'imaginaire. J'allais à la rencontre de personnes qui auraient pu peut-être me guider dans la traduction de cette relation au monde. C'est pour ça. Oui. Et donc, vous allez avoir dans ces déplacements vers le territoire Innu, entre autres, un coup de foudre pour Mingan. C'est Mingan qui va... vous allez y développer de nouvelles racines, si on peut dire. Oui, c'est devenu mon port d'attache au Québec. Oui. La communauté Innu d'Equanchit ou d'Equanchou. Oui. Et comment survient ce coup de foudre? Pourquoi cet endroit, puisque... Est-ce que ça s'explique, un coup de foudre? Bonne question. Très bonne question. En passant dans le village, même sur la plage, derrière une motoneige qui m'avait prise sur le pouce. Ça, c'est particulier. Prendre sur le pouce en motoneige, oui. Et en traversant le village, j'ai trouvé... Je ne sais pas si c'est un coup de foudre. Et en 2021, Laure Morali, vous avez fait paraître chez Boréal le livre « En suivant Shimoun ». Donc, c'est un livre qui regroupe des textes qui ont été écrits au fil de 25 années d'amitié avec, et peut-être même plus, je devrais dire, 25 années d'amitié avec Shimoun et ses filles, Pénacine et Noéno. Et donc, grâce à Shimoun, en 1998, vous allez vivre une expérience, je pense qu'on peut dire transformatrice, une expérience forte en terre Innu, dans le Nuchimit. Donc, vous étiez à 250 km à l'intérieur des terres. C'est une invitation qui vous a été faite par Shimoun lui-même, un aîné de la communauté des Quanchit, de Mingan. Pourquoi, à l'époque, avoir accepté de suivre Shimoun? Je voyais dans ses yeux, puis dans ceux de Noéno, qui allait souvent aussi avec son père dans le territoire, quelque chose d'unique, quelque chose qui ne pourrait pas se représenter dans ma vie. Un endroit où il semblait trouver le bonheur, l'équilibre, une paix. Et ils savaient me la communiquer, cette paix, par leur langage, par leur regard, tout simplement, qui était tout pétillant quand ils parlaient du Nuchimit. Et j'ai suivi cet appel. Est-ce que Shimoun, quand vous communiquez avec lui, est-ce qu'il parlait français, Shimoun, ou votre maîtrise des Nouaïmoun était assez bonne pour pouvoir communiquer avec lui? On était à peu près au même niveau, lui et moi. Lui en français et moi en Innu. Okay. C'est-à-dire... Vous vous trouviez au milieu, là. On parlait mal la langue de l'autre. On riait beaucoup de nos blagues. Des fois, le langage aussi qu'on ne connaît pas, ça peut être rigolo. Puis, on parlait beaucoup avec le non-verbal. Puis, on passait des heures sur son territoire comme ça, lui et moi. Ah oui. Et je crois qu'aussi, il y avait Pénacine qui a vécu un moment fort dans ces mêmes années-là. Vous avez fait un film, un documentaire, Les filles de Shimoun, qui est disponible en ligne d'ailleurs. Peut-être nous parler un peu de cette
démarche que vivait la fille de Shimoun à l'époque? Oui, Benassine Basile, ou Pahine, qu'on connaît aussi sous le nom de Francine Basile, est décédée malheureusement il y a quelques années. Elle était travailleuse sociale très investie pour le bien-être de sa communauté. Et c'est elle qui m'a accueillie d'ailleurs avec mon amie Fabienne la première fois chez elle, à Equanchit. Elle accueillait tout le monde, les étrangers, les enfants qui avaient besoin d'une deuxième mère. Elle aidait tout le monde, les gens qui étaient en train de décéder, les gens qui avaient besoin d'une bonne oreille. Et elle n'avait pas le temps d'aller avec son père dans le territoire comme sa petite sœur Nueno. Et puis ça s'est présenté qu'une année, on a pu y aller ensemble quelque temps et j'ai tourné le film Les filles de Shimoun avec les productions Manitou et Mille et une films en Bretagne, une coproduction. J'avais comme équipe Eddy Malenfant, des productions Manitou, il y avait Zachary Bellefleur, le producteur, et il y avait même Florent Volant qui était preneur de son et qui a créé la musique du film. Oui, film magnifique, qui est dans le fond un hommage, j'ai l'impression. Je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas si là, je vais trop loin, mais je le voyais vraiment comme une espèce de geste de gratitude envers Shimoun et ses filles. C'est comme un acte de création qu'on a fait ensemble. Nueno était elle-même avec moi, assistante réalisatrice. C'était un partage. C'était aussi pour moi une façon de raconter une histoire universelle, celle d'une transmission entre un père et ses filles. Ce qu'on ne voit pas souvent. Enfin, c'est souvent un père et ses fils ou une mère et ses filles. Puis là, c'était entre un père et ses filles. Et je voulais que ça dépasse les frontières communautaires, mais que ça touche n'importe qui dans le monde, cette histoire. Oui. Il y avait un désir fort de transmission du côté de Shimoun envers ses filles. Mais avec vous aussi, on sent qu'il veut vous transmettre ce savoir-là. Comment cette transmission-là se vivait sur Nuchimit dans le territoire? C'est très simple comme façon de transmettre. Et c'est très simple, mais en même temps, ça demande beaucoup de présence. C'est de l'observation, c'est je te montre, puis tu referas. C'est par exemple la fois où il m'a dit c'est toi qui vas aller relever les pièges à tel endroit. On est à peu près à, 45 minutes du campement. Il est rentré avant moi et il m'a laissé rentrer seule, par exemple. Il savait que je connaissais le chemin, mais c'était aussi... Il fallait que je le vive dans mon corps, ce territoire, cette solitude. Donc, il vous plaçait dans une situation où vous alliez apprendre. Il y a une grande confiance aussi, là. Oui, c'est ça la transmission, c'est aussi à ton tour. Oui. Ton tour de marcher. C'est ça. Et vous avez marché beaucoup. Donc, au fil de ces mois-là, en suivant Shimoun dans votre ouvrage, on sent le territoire, on sent le temps se dilater. C'est un autre rapport au temps aussi qui est vécu sur le territoire. Oui, je pense que c'est le vrai temps qui est là-bas, un temps qui est plus celui de la nature, du mouvement, du jour, de la nuit, de la glace qui se forme, des animaux, parce que pour nous connecter au reste du monde, on avait la radio CB. Et puis, c'est tout. Puis, juste le fait de ne pas avoir de stress, de remplir un agenda, répondre au téléphone, courriel et tout. Juste couper avec ça pendant 3 mois, ça fait un bien fou. On se sent renaître, quoi. C'est vraiment... J'imagine, c'était le cas en 1998, j'imagine aujourd'hui. Oui. Ça doit faire encore plus du bien. Et vous avez dit, Laure Morali, qu'au fil de ces mois, avec Shimoun, avec ses filles aussi, vous avez eu l'impression de refaire vos fondations. C'est fort comme mot. Vous avez trouvé une autre famille, en quelque sorte, dans ces moments-là. C'est une autre famille, oui, une deuxième famille. C'est ça. Mais en fait, quand tu as 21, 22, 23 ans, même 24, j'avais pas l'impression d'avoir complètement terminé à mon éducation. Enfin, c'est eux qui l'ont parachevé. Oui. Ils n'ont pas défait tout ce que j'avais appris. Ils n'en avaient pas envie. Mais ils ont juste bâti sur quelqu'un qui n'était pas encore terminé. Oui. Ils m'ont accueilli comme un enfant, parce que quand tu vas dans le territoire, tu es un enfant quand tu n'es pas habitué. Ah oui. Donc, comme moi, j'étais encore dans l'esprit de l'enfance, j'étais ouverte
à apprendre et à me laisser imprégner de leurs valeurs aussi. Et qu'est-ce que cette amitié de plus de 25 ans a changé en vous, Laure Morali? Peut-être le rapport à l'univers un peu, comment on perçoit l'univers en entier quand on est dans le territoire. Le rapport à l'autre. J'ai du mal à faire à différencier les gens par culture, étiquette, religion, parce que j'ai été accueillie tout simplement comme humaine par cette famille. D'ailleurs, Innu, ça veut dire être humain. Et leur grande ouverture à l'autre, ça change quelqu'un. Le non-jugement, l'accueil inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'accueil inconditionnel. Oui. Et Laure Morali, on pourrait penser qu'une rencontre entre un aîné Innu, Shimoun, et une jeune femme d'un autre continent, ça pourrait être qualifié comme une rencontre improbable, mais selon vous, qu'est-ce qui a rendu possible cette relation, cette amitié-là? Peut-être nos deux tempéraments, nos deux esprits d'enfance un peu. Lui aussi, il avait une certaine vivacité de l'enfance, un grand cœur, une grande ouverture, une tendresse. Je pense qu'il y a eu tout de suite entre nous une grande tendresse qui ne s'explique pas. C'est un peu comme un autre coup de foudre entre deux personnes, peu importe leur génération, leur genre et leur culture. On s'est reconnus. Et puis, cette complicité, on l'a vécue. Et maintenant, elle est éternelle grâce au livre en suivant Shimoun. Et cette amitié-là, cette relation-là, maintenant, elle est là sur le papier. Elle vit pour toujours maintenant. Oui. Et Laure Morali, en vous lisant, en vous écoutant, on sent qu'il y a une dimension spirituelle à ce que vous avez vécu, à ce que vous continuez de vivre aussi dans cette longue amitié avec le peuple Innu. Est-ce que vous diriez qu'à travers ces relations, qu'à travers ces mois passés en territoire, votre rapport au sacré a bougé ou que votre rapport au sacré a changé? Il s'est approfondi, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure sur la Bretagne et le désir qu'on me transmette, qu'on me guide dans l'interprétation de ce que les Bretons appellent les intersignes. Par exemple, le vol de tel oiseau, ou le passage de tel nuage. Je l'avais un peu déjà d'instinct, de par mon enfance, l'endroit où j'ai grandi. Et ça n'a fait que l'approfondir et puis grandir, s'approfondir et grandir. Mettons les rituels, les moments de cérémonie, de rassemblement qu'on peut vivre avec mes amis Innu. Ça me rejoint dans la simplicité, avec des choses qui étaient déjà en moi, je crois. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Laure Morali, en 2008, est paru chez Mémoire d'Encrier, ce qui est souvent présenté comme un jalon historique important de la littérature autochtone, mais aussi du dialogue entre écrivaines et écrivains autochtones et allochtones au Québec. Je parle du livre collectif Amititaor, Parlons-nous, livre paru chez Mémoire d'Encrier, je le rappelle. Qu'est-ce que ce livre, qui est en fait une anthologie de correspondance littéraire, et qu'est-ce que ce livre est venu ouvrir comme nouveau possible? À l'origine de ce livre, il y a donc ce que j'avais vécu, dont on vient de parler. Puis quand je m'installe à Montréal en 2002, mes amis sont pas loin, à Equanchit, c'est quand même 2 jours de route. Puis à Montréal, je commence à souffrir d'un sorte de silence, de vide de la parole des Premières Nations avec laquelle je vivais depuis 10 ans. Et j'ai voulu faire quelque chose, un geste pour relier les solitudes, ces solitudes-là, puis créer des ponts entre les mondes que je côtoyais, soit le monde littéraire québécois et le monde artistique et littéraire des Premières Nations. Donc j'ai eu l'idée, par une sorte de songe un matin, de créer des jumelages entre 15 auteurs et autrices des Premières Nations et 15 Québécois. Vous aviez déjà en tête les duos? Pour la moitié, j'avais déjà une idée. Et puis ensuite, je me suis fait conseiller, puis j'ai approché des personnes que je ne connaissais pas et qui ont tout de suite tous accepté.
Parce qu'à l'époque, en 2007, il y avait un besoin de se parler. Et puis un besoin de créer des réseaux de solidarité aussi. Oui. Et ça a fonctionné. Parce qu'il y a des liens qui perdurent encore aujourd'hui entre plusieurs de ces écrivaines allochtones ou autochtones. Ça représente aussi, pour Mémoire d'Encrier, le début de son corpus des Premières Nations. Parce qu'il a continué après à publier Joséphine Bacon, à Aimé-Quito. C'était là où elle publiait ses premiers poèmes. C'est ça, oui. Rita Mestecocho, Louis Carl Picard et d'autres. Il a continué à publier. Vous avez quand même joué un rôle important dans l'arrivée de Joséphine Bacon dans le monde de l'édition, dans la publication de ses poèmes. Je ne sais pas si vous voulez nous rappeler un peu ce rôle que vous avez joué. Suite à Aimé-Quito, où je lui avais demandé si elle voulait bien participer. Elle m'avait dit « Je ne suis pas poète ». J'ai dit « Mais bien sûr, tu es poète ». C'est moi qui voyais ça chez elle, mais je pense qu'elle vivait la poésie sans le nommer, si vous voulez. Puis, elle a accepté, elle a correspondu avec José Aclin, et ensuite, elle a continué à m'apporter des poèmes. Et quand j'ai eu un paquet de poèmes chez moi, griffonnés sur toutes sortes de supports, je lui ai dit « Pourquoi tu ne ferais pas un recueil ?» Et elle avait autant de poèmes écrits directement dans sa langue que de poèmes en français. Je lui ai dit pourquoi pas traduire les uns les autres et faire un recueil bilingue. Ça a donné Bâton à message, Chitinoach Chitakana. Vous avez vraiment joué un rôle incroyable de pont. Vous avez créé des ponts, des lieux de rencontre pour permettre justement aux Allochtones au Québec de découvrir cette littérature-là. C'est un rôle majeur que vous avez joué. Mais c'est la continuité, c'est remercier Shimoun, pour moi, c'est ou sa famille, ou la communauté, les communautés qui m'ont accueilli. C'est tellement, comment dire, on ne peut pas quantifier le don. Donc, chaque geste littéraire que j'ai fait par la suite, c'est une façon de les remercier. Il y a le don et le contre-don, comme on dit souvent. Le don mais c'est infini. inépuisable, parce que ça Exactement. ne se mesure pas. C'est ça. Ce qu'ils m'ont offert. Et Laure Morali, l'an dernier, en 2024, la pièce de théâtre Kokoum, tirée du célèbre livre du même nom signé par Michel Jean, a eu un succès retentissant au Québec. Vous avez signé l'adaptation théâtrale de Kokoum en collaboration avec Joséphine Bacon, qui agissait aussi comme gardienne du savoir inou là, sur le projet. Est-ce qu'il y a eu un défi particulier au moment d'adapter ce roman-là au C'est théâtre? quand même un roman d'aventure, un roman avec beaucoup d'épisodes dans le bois. Le principal défi, c'est comment représenter le nomadisme, l'immensité, la forêt, sur l'espace restreint d'une scène. Et ça, c'était beaucoup Émilie Monet, à la mise en scène avec sa sœur vidéaste Caroline, avec la scénographie magnifique, le son, tout ça, et qu'on réussit à le transposer. La commande était d'être minimaliste quand même dans le texte pour permettre aux autres artistes de la scène de s'exprimer visuellement, de façon sonore. C'était ça le principal défi. Sinon, un livre quand même qui raconte la vie d'une femme, transposer un peu de temps en 1 heure, c'était 1 heure quelques. C'était aussi un défi. Ce qui m'a permis, moi, de plonger dans l'aventure sans trop de peur, c'était que je me reconnaissais dans le personnage d'Almanda. Ah oui? C'est une blanche qui a suivi des Inuits en forêt. Et tout ce que Michel Jean décrit, par exemple, des choses simples, mais que j'avais vécues. Donc je pouvais me mettre dans sa peau, même l'humour. Enfin, l'humour, on a rajouté aussi des choses qui étaient inspirées même de mon expérience, avec Noéno, puis tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait ce lien-là, mais vous étiez la personne toute désignée pour faire l'adaptation. C'est pour ça que Joséphine et Émilie sont venues me voir. Ben oui. Ouais. Laure Morali, diriez-vous que la pièce de théâtre Kokoum a montré que la scène peut être un espace de réconciliation? Un espace, comme tous les médiums, finalement, un moyen de mieux se connaître les uns les autres. Mais la réconciliation, est-ce que c'est une réconciliation ou c'est d'abord une reconnaissance, justement? Il faut d'abord se connaître, se reconnaître, connaître l'autre, sentir ce par quoi il est passé avant de pouvoir se réconcilier. Et cette pièce a réussi à jouer ce rôle-là?
Comme tout, je pense qu'à chaque œuvre Hmm. met un caillou sur un long chemin. Ah oui, ah oui. Et en 2021, vous avez fait paraître chez Mémoire d'Encrier, toujours avec Joséphine Bacon, le livre Nin Awas. Nin Awas, en français, ça veut dire quoi déjà? Moi, l'enfant. Moi, l'enfant. Donc, c'est un formidable livre de poésie, donnant la parole à des jeunes issus de 10 communautés Innu. Ces communautés Innu, vous et Joséphine Bacon, vous les avez sillonnées pendant 4 ans, rien de moins. Vous avez tenu dans ces communautés-là des ateliers d'écriture rejoignant plus d'1 millier de jeunes Innu. Quel était le principal objectif de ce projet? À l'initiative du projet, c'est Yvette Mollen, qui travaillait à l'Institut Chakapèche, culturel éducatif Innu, qui est linguiste. Pour elle, la langue Innu, la sauvegarde de la langue, la transmission, c'est un peu son objectif en tout temps. Et elle a eu l'idée de nous convier, Joséphine et moi, en duo, bilingue donc, à animer ces ateliers pour donner aux jeunes un sentiment d'appartenance et de solidarité par-delà la distance qui éloigne les communautés, et autour d'un grand projet littéraire rassembleur dans lequel ils auraient la fierté à la fois d'écrire de la poésie, de s'exprimer sur leur culture et sur tout ce qu'ils vivent, et une fierté aussi d'écrire avec leur langue pour que l'Innu soit transmis, pour que l'Innu dure. Oui, oui. Et vous dites que les enfants qui ont participé à ce livre sont vos maîtres en poésie. Pourquoi? Tous les enfants sont mes maîtres en poésie. Pas seulement ceux du livre. C'est ça. Mais parce que je pense que les enfants sont des poètes naturellement, qui viennent, quand on arrive ici, on garde une sorte d'étincelle qui est la poésie. Et puis, selon ce qu'on vit, elle peut s'éteindre ou bien juste simplement être étouffée par les expériences. Elle ne s'éteint jamais vraiment. Mais chez l'adulte, c'est plus difficile d'aller rechercher l'étincelle. C'est plus long comme travail. Chez l'enfant, ça prend des fois juste 10 minutes. Oui. Mais tous les enfants sont poètes. Oui. Alors, ils ont une poésie tellement pure et tellement profonde dans leur sagesse qu'il faut les écouter comme si c'était nos maîtres. Oui. Ah oui. Est-ce que vous diriez que les aînés Innu sont également poètes dans l'âme? Oui, là, je pense par le fait du nomadisme, du rapport au territoire, il y a une grande, grande poésie dans les récits des aînés. C'est incroyable, même dans les noms de lieux. Et la façon dont même le langage est fait, la langue elle-même, Oui. est très poétique. Oui. Mais ils n'avaient même pas de mots pour poésie, ils l'ont créé récemment. En Innu Aimun, ça se dit comment? Poésie? Kashekot Aimuna, les paroles de fierté. Les paroles de fierté. Ça rejoint ce que vous disiez plus tôt au sujet de l'objectif du livre, dans le fond. Finalement, mais c'est la mère d'Yvette Mollen, des Neiges Mollen, qui avait eu cette idée. De créer ce... De l'appeler comme ça, la poésie. Parce que quand on a quelque chose naturellement, on n'a pas besoin de mots pour le nommer. Donc, comme ils vivaient une poésie orale traditionnellement, dans leur tradition orale, ils n'avaient pas besoin de dire c'est de la poésie, elle était leur langue, leur façon de vivre. C'est le fonctionnement normal, voilà. C'est ça. C'est le rapport au monde, dans le fond, qui est poétique. Là. Et nous, on a séparé poésie du reste du vivant, enfin, du reste en le mettant un mot sur un genre littéraire. Mais pour eux, c'est la vie, quoi. Voilà. Laure Morali, vous dites que le poète rend neuf le langage. Alors, j'ai goût de vous demander, que dit de singulier, de neuf, la poésie autochtone, ou peut-être plus particulièrement la poésie Innu, que peut-être vous connaissez encore davantage? Peut-être qu'elle nous renvoie à des savoirs oubliés, qu'elle dit avec peu de mots, des connaissances vraiment profondes, vraiment nombreuses. Et ça dépend tellement du poète aussi, ou de la poète. Mm-hmm. Je ne peux pas les mettre toutes dans un même paquet, c'est ça? Oui. Je peux dire que la poésie de Joséphine Bacon nous apporte la voix des nomades et des aînés qui n'ont pas toujours eu la possibilité de venir transmettre au reste du Québec ou du monde leur poésie.
Oui. La poésie de Rita Mestokosho va plutôt nous faire vivre la réalité de sa communauté, puis sa connexion avec le spirituel, et puis avec les aînés également, mais également aussi avec tout le milieu qui l'entoure, le milieu maritime, la forêt, les enfants. À travers la poésie de Rita Mestokosho, on a accès peut-être plus au quotidien d'une communauté. Chez Marie-Anne Rigil, c'est encore autre chose. Mais on a accès à la poésie d'une langue, à la poésie d'une culture, mais d'un mode de vie aussi. C'est un art de vivre, je dirais plutôt. Oui. C'est l'art de vivre des Inuits. Oui, oui. Je reviens sur un élément, sur ce rapport au monde qui est poésie du côté Innu. Dans Nin Aoas, il y a un poème, en fait, c'est Marc-Olivier, Tessa et Léo, 3 élèves de 6e année du primaire de l'école Johnny Pilot à Ouachat, qui décrivent la poésie comme ça. Je me permets de les citer, une façon aussi de leur donner un petit coup de chapeau. La poésie, c'est comme si tu racontais ta vie en quelques mots. C'est comme marcher dans les mots et tomber des nuages. Vous le connaissez par cœur, hein, Qu'est-ce que ces mots-là comment ils résonnent en vous? C'est magnifique. Je suis vraiment comme ça, là, je suis tombée. Les mains m'en sont tombées quand je les ai entendus dire ça. Oui, oui. C'est beau aussi, tiens, la chute des nuages, c'est comme en tant qu'humain, d'où vient-on, mais c'est la poésie vient nous rappeler peut-être une origine qu'on aurait oubliée. Puis c'est dans la chute aussi, c'est dans la difficulté. Il y a tout ça dans leur poème, c'est magnifique en 3 lignes. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose aussi dans l'économie de mots. On est quand même dans une société où on parle beaucoup. Il y a beaucoup trop de mots. Et eux, en peu de mots, ils arrivent à capter quelque chose d'essentiel. Ouais. Il y a un élément aussi qui m'avait fait sourire. Vous racontiez dans une entrevue justement sur ce rapport poétique au monde du côté Innu. Je crois que c'était dans le cadre d'une présentation avec Joséphine Bacon. Dans la période de questions, quelqu'un lui demande pourquoi il y a beaucoup de personnification dans votre poésie. Je ne sais pas si vous voulez continuer cette anecdote. On était en France, dans le Jura. Justement, j'avais présenté le film Les filles de Shemoun. On était là pour des festivals, le Printemps des poètes, faire des lectures de poésie, puis présenter le film, discuter. Et les élèves étaient dans la salle du cinéma. C'était avec leur prof de français, donc les questions étaient très tournées littérature, style et tout. Et puis la personnification, on lui demande pourquoi il y a beaucoup de personnification. Elle dit, c'est quoi ça? Non, elle me demande à moi. C'est quoi la personnification? Alors je lui explique en quelques mots, puis elle dit, mais c'est parce que c'est pas une personnification. Les raquettes sont vivantes parce que c'est elles qui nous permettent de marcher. C'est pas je leur donne pas de vie, elles sont vivantes. C'est ça, c'est pas une image, Non, c'est pas une métaphore, c'est vraiment, c'est ça, c'est entouré du vivant, là, dans le fond. Là. Donc les raquettes sont vivantes. Les raquettes sont vivantes, puis donner une âme si tu donnes une âme à un arbre, c'est pas parce que tu veux faire une belle image, parce que pour elles, les arbres ont une âme et un langage aussi. Ah oui. Laure Morali, vraiment un énorme merci pour votre présence en studio. Merci pour cette discussion. Ça a été un bonheur, vraiment. Merci beaucoup. Merci. James Committon. Un grand merci à l'écrivaine, poète, réalisatrice et grande amie du peuple Innu, Laure Morali, pour cet entretien tout en profondeur et en douceur. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.